Bienvenue à cette neuvième conférence consacrée à l'histoire de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Dans cette conférence, j'aborderai les deux principales contributions de la Société Saint-Jean-Baptiste à la construction de l'identité nationale québécoise. D'abord, l'organisation de la fête nationale qui s'étend tout au long de l'histoire de la société et ensuite l'adoption du drapeau fleur d'Elysée. Dans tous les États normalement constitués, il y a des mécanismes qui structurent le sentiment d'appartenance. On a vu dans la dernière conférence qu'au Québec, la Société Saint-Jean-Baptiste s'était par exemple substituée à l'État canadien pour produire des timbres qui glorifiaient les héros du passé. C'est aussi la Société Saint-Jean-Baptiste qui va activer le sentiment de fierté nationale en maintenant cette tradition de la fête nationale du 24 juin. Au début des années 20, la Société a pris l'initiative de lancer un mouvement visant à rendre la fête de la Saint-Jean fête légale au Québec. Évidemment, organiser une fête nationale suppose que les gens puissent être disponibles et libérés de leur travail pour pouvoir assister aux différentes manifestations qui célèbrent la fierté nationale. Or, jusqu'en 1926, le travail était obligatoire, même le 24 juin, et donc la société a pris cette initiative pour que l'Assemblée législative du Québec décrète le 24 juin comme étant un jour férié. Sa proposition sera même adoptée à l'unanimité par tous les députés de l'Assemblée législative et ainsi les Canadiens français pouvaient célébrer leur saint patron sans perdre une journée de travail. Depuis sa fondation, la Société a organisé donc chaque année une procession pour rassembler le peuple canadien-français. Dans une première phase qui s'étend de 1842 à 1874, la fête se caractérisait pour l'essentiel par une procession qui se rendait à l'église Notre-Dame où il y avait une messe solennelle. D'ailleurs, l'usage du mot procession est symptomatique du caractère religieux de cette célébration de la nation. Dans une deuxième phase qui débute en 1875 et qui s'étend jusqu'en 1924, on introduira des chars allégoriques qui mettent en scène des professions comme les typographes ou les barbiers. On commence aussi à célébrer des personnages historiques et on verra apparaître sur certains chars allégoriques Jacques Cartier entouré de chefs amérindiens. Dans cette deuxième phase, on va donc se détacher progressivement de l'identité montréalaise pour développer une vision qui représente l'ensemble des Canadiens français en se référant à un dénominateur commun, leur histoire. Le caractère historique des processions va donc soutenir la mémoire collective et vont favoriser une vision commune de l'histoire, peuplée d'héroïnes et de héros auxquels les Canadiens français peuvent s'identifier. C'est le passage d'Oliver Asselin à la présidence du Conseil général en 1913-1914 qui va donner une nouvelle orientation à la célébration du 24 juin. Oliver Asselin, qui était un esprit peu conformiste, remet en question le traditionnel défilé de la Saint-Jean parce que ce défilé est trop associé à la religion. Il va dénoncer ce qu'il appelle la représentation infantile de la nation. Alors, je le cite. La fête ne consistera pas en processions et feux d'artifice. Nous croyons que pour les races menacées dans leur existence, ces manifestations ont quelque chose de puéril.
qui ne sert qu'à exciter la pitié dédaigneuse des autres races. Il amorce donc un changement d'orientation en remplaçant la célébration de la religion par la défense de la langue française qui devait être au cœur de l'identité canadienne-française. Les idées d'Asselin ne se concrétiseront qu'à partir de 1924, où le défilé va servir à favoriser l'éducation patriotique. Alors, la parade de 1924 cherche à exalter l'histoire de la nation et s'intitule Ce que l'Amérique doit à la race française. On veut ainsi rappeler l'évangélisation et l'exploration du continent par les grands découvreurs canadiens. Tous les fondateurs de la Nouvelle-France vont donc sortir du passé et seront portés dans les rues de Montréal par 24 chars allégoriques. Léon Trépanier va tenter de souligner la légalisation de la fête nationale et donner du relief à la célébration du 24 juin 1926 en honorant les patriotes qui, il faut le savoir, avaient jusqu'alors été occultés de l'histoire nationale. La procession va donc comporter 34 chars allégoriques qui rendent hommage au mouvement patriotique. Et Athanas David, qui est à ce moment-là membre du gouvernement Taschereau, va faire un éloge bien senti des patriotes, ce qui est révélateur d'un changement de climat intellectuel dans le mouvement nationaliste. Et je le cite, l'exemple des patriotes proclame ce fait historique. La liberté ne se demande pas, elle se prend. On était donc loin de cette époque où les patriotes étaient mis, pour ainsi dire, au banc de la nation parce qu'ils avaient osé défier l'autorité de la monarchie et aussi l'autorité de l'Église. Donc, on va aussi, dans ces défilés et manifestations de la Saint-Jean, en 1927, on va célébrer les réalisations matérielles du Canada. Par la suite, Trépanier va apporter une autre innovation en changeant l'itinéraire du défilé. Évidemment, habituellement, le défilé circulait dans les petites rues des quartiers canadiens-français et ces rues n'étant pas très larges, les chars allégoriques avaient de la difficulté à circuler. Il prendra donc l'initiative de transporter le défilé sur la rue Sherbrooke et il le fera passer partant de la rue Papineau pour se rendre sur la rue Atwater chez les Anglais, ce qui n'était pas sans soulever certaines réticences chez les membres de la Société Saint-Jean-Baptiste. Mais le succès sera au rendez-vous et le premier ministre Tachereau, qui assiste en personne au défilé, est très impressionné par le caractère grandiose de cette manifestation. Il va même inviter le président de la Société Saint-Jean-Baptiste à solliciter une subvention pour le défilé de l'année suivante. En 1928, on choisira comme thème nos chansons populaires qui sont représentées par 34 chars allégoriques. Alouette, gentille Alouette, à la Clairefontaine, sous le pont d'Avignon, il était un petit navire, il pleut bergère, sont donc entonnés en chœur par une foule enthousiaste. Il s'agissait à cette époque de contrer l'influence des chansons américaines qui étaient diffusées à la radio. Et dans une conférence antérieure, j'ai aussi montré comment on avait publié un livre intitulé Nos chansons populaires qui était complété par ce défilé. En 1929, le thème du défilé, c'est Contes et légendes du Canada français. Et en 1930, c'est Mœurs et coutumes du Canada français. En 1931, La femme dans l'histoire canadienne. Bon, et donc on voit ici que les défilés sont en quelque sorte l'occasion de faire la promotion des valeurs et de la culture du Canada français.
En 1933, on est obligé d'annuler le défilé en raison de la dépression économique. La société n'avait pas réussi à trouver suffisamment de commanditaires. 1934, c'est l'occasion du centenaire de la Société Saint-Jean-Baptiste et on mettra l'accent sur le progrès en mettant en vedette les innovations techniques. À cette occasion, évidemment, on veut réunir toutes les branches de la nation et on va inviter des représentants des sociétés sœurs de toute l'Amérique du Nord, les Acadiens, les Canadiens français des autres provinces, les Franco-américains seront au rendez-vous et ils brandiront des banderoles où il est écrit Duvernay, nous voici. En 1938, on met en vedette les pionniers de la prose au Canada français en illustrant les œuvres de Laure Connan, de Gérin Lajoie, de Maximilien Bibeau. Le thème du défilé de 1940 est intitulé Leçons d'énergie. Et pour la première fois en 1940, la Société Radio-Canada retransmet la description du défilé à la radio. En 1941, on rend hommage à la famille paysanne. On voit donc qu'on n'est pas encore tout à fait détaché de l'idéologie agriculturiste. En 1942, on célèbre le tricentenaire de la Fondation de Montréal, qu'on qualifie de ville catholique et française. En 1943, on donne la vedette à la mère canadienne-française. Donc, jusqu'aux années 50, la référence au Canada est consubstantielle de l'identité canadienne-française, conformément à l'idéologie nationaliste préconisée par Henri Bourassa. Le symbole identitaire qui est privilégié est toujours celui de la feuille d'érable, comme d'ailleurs l'atteste le programme de juin 1941, où on écrit « Soyons fiers d'être Canadiens-Français et prouvons-le en portant à la boutonnière la feuille d'érable, emblème national du Canada. » Ici, on voit que le fleur de lysée n'est pas encore entré dans la culture populaire. C'est donc dans les années 50 qu'un nouveau symbole sera mis en évidence, soit le drapeau du Québec. Pour tout peuple, le drapeau est un symbole qui incarne la conscience nationale. Le drapeau évoque le passé de la nation, lui fixe un idéal de vie collective et l'invite au ralliement. Un drapeau, c'est donc l'image de la patrie et tous les peuples cherchent à avoir leur propre drapeau. Alors, l'histoire du drapeau fleur-de-lysée remonte en réalité au début de la colonie. Déjà, au temps de Jacques Cartier, un pavillon bleu à croix blanche était déployé au mât des navires français. C'est ce drapeau qui flottait sur le navire de Champlain lorsqu'il remonta le Saint-Laurent en 1603. Alors, c'est ce symbole d'appartenance à la France, évidemment, fut remplacé en 1760 par un autre drapeau qui représentait le conquérant britannique, c'est-à-dire l'Union Jack. En 1832, les patriotes vont adopter un drapeau particulier, un drapeau aux bandes horizontales vert, blanc et rouge pour affirmer l'identité canadienne. Et ce drapeau, malheureusement, sera délaissé après l'échec des rébellions parce qu'il incarnait l'esprit révolutionnaire. C'est donc après 1840 qu'on revient à un drapeau aux couleurs françaises et on reprend à cette époque le drapeau qu'on appelle de carillon, qui est l'ancêtre du drapeau fleur-de-lysée. Ce drapeau carillon montre sur un fond bleu 4 fleurs de lys d'argent qui sont situées aux 4 coins et qui pointent vers l'extérieur, pardon, vers l'intérieur où se trouvait l'écu de la France. C'est donc en s'inspirant de ce drapeau de carillon que l'abbé Filiatro de Saint-Hyacinthe va hisser un modèle un peu différent. Il va mettre ce drapeau le 26 septembre 1902 devant son presbytère. Et donc, c'est un drapeau avec une bannière de couleur bleue, une croix blanche en son centre, et il ajoute
à cette croix blanche une image du Sacré-Cœur entourée de feuilles d'érable. Cette symbolique ne fit pas l'unanimité car elle associait de trop près religion et patrie. Mais ce modèle fut adopté par la Société Saint-Jean-Baptiste à son congrès de 1925 comme drapeau national. Et en 1926, une loi de l'Assemblée législative de Québec reconnaît le carillon Sacré-Cœur, comme on l'appelle, comme emblème de la Société Saint-Jean-Baptiste. En 1935, on va décider d'enlever le Sacré-Cœur et la même année, on va donner le nom de fleur-de-lysée au drapeau. Et en 1936, la Société va adopter officiellement le fleur-de-lysée comme emblème national. Et donc, c'est suite à l'adoption le 11 juillet 1946 par la Chambre des communes d'un drapeau de la marine britannique comme étant drapeau du Canada que les nationalistes canadiens-français vont se mobiliser pour que le Québec adopte son propre drapeau. La Société Saint-Jean-Baptiste lance alors une campagne d'envoi de lettres aux députés de l'Assemblée législative pour réclamer l'adoption d'un drapeau distinctif de celui du Canada. Et le 13 janvier 1948, le Conseil général de la Société Saint-Jean-Baptiste vote une résolution en faveur de l'adoption officielle d'un drapeau national, seul emblème acceptable et déjà accepté, écrit-on, par la population du Québec. Le 21 janvier 1948, le premier ministre Duplessis prend un arrêté ministériel pour faire du fleur-de-lysée le drapeau officiel de la province de Québec. Il a changé l'orientation des fleurs de lys en les redressant vers le haut et il explique pourquoi il le fait. Je cite, « Nous avons redressé les fleurs de lys pour qu'elles se dirigent droit vers le ciel afin de bien indiquer la valeur de nos traditions et la force de nos convictions. » À ce moment même, lorsqu'il adopte ce décret, l'Union Jack est descendue de la tour centrale du Parlement du Québec et est remplacée par le drapeau bleu aux 4 fleurs de lys blanches. René Chaloux, l'instigateur du projet en Chambre, rendit hommage au premier ministre Duplessis en ces termes. « Ce drapeau est un geste autonomiste d'un gouvernement qui défend l'autonomie. Je remercie le gouvernement et je le félicite. Le premier ministre vient de poser là un geste digne d'Honoré Mercier. Désormais, lorsque nous arriverons au Parlement et que flottera sur la tour notre drapeau, nous nous sentirons plus chez nous. » C'est donc à l'unanimité que l'Assemblée législative vote en faveur de cette motion Chaloux et dote ainsi la province de Québec d'un drapeau national distinctif. Et depuis cette date, le drapeau fleur-de-lysée est présent sur tous les édifices publics du Québec et il est devenu le symbole de ralliement des mouvements qui prônent l'autonomie ou la souveraineté du Québec. Alors voilà pour cette histoire du drapeau, de l'adoption du drapeau du Québec, qui est devenu le principal représentant de l'identité canadienne-française et québécoise aujourd'hui. Merci encore une fois de votre attention et j'espère vous retrouver bientôt pour la prochaine conférence.